en situation de pandémie. Là, donc, on va essayer de voir un peu ensemble comment on peut s'adapter à tout ça. Donc, il y a d'autres participants qui arrivent. Je vais attendre que tout le monde soit présent là, avant de commencer la présentation. Bonjour à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Comme je le disais, moi, c'est Isabelle, je suis nutritionniste à la clinique du PEPS. Puis, aujourd'hui, c'est ça, on fait ensemble un petit webinaire là, au niveau des collations à la maison. Donc, tout le monde semble bien rentré. Donc, au niveau de la présentation, ici, c'est un plan là, de ce qu'on va voir ensemble. Donc, on va commencer par voir pourquoi, en fait, prendre une collation. On va regarder ensuite les signaux de faim et satiété. Je vais vous donner ensuite des exemples de collations soutenantes qu'on peut prendre. On va également parler un peu des smoothies. Puis, à la fin, là, je vais vous donner quelques trucs pratiques pour les collations à la maison. Puis, comme je le disais tantôt, là, on va se garder un petit temps vers la fin là, du webinaire pour une période de questions. Donc, si jamais vous avez des questions tout le temps, vous pouvez me les écrire via le chat. Puis, à la fin de la présentation, je vais revenir sur les questions qui ont été posées. Donc, pourquoi prendre une collation? C'est souvent une question que je me fais poser en clinique là, par mes patients. Donc, est-ce que je devrais prendre une collation? Est-ce que c'est bon, oui ou non, de prendre une collation? Combien de collations prendre là, dans ma journée? En fait, en soi, il faut comprendre qu'une collation, c'est pas nécessairement quelque chose qui est mauvais. Là. Donc, ça peut être très bien de prendre des collations parce que ça peut contribuer à nos apports en nutriments. Donc, ça peut nous apporter des glucides, des lipides, des protéines et aussi des vitamines et minéraux. Ensuite, les collations, ce que ça a comme avantage, c'est que ça permet de nous assurer un apport d'énergie qui est stable tout au long de la journée. Donc, particulièrement entre deux repas, on peut s'assurer d'avoir un niveau d'énergie qui va être stable. Par contre, c'est important de comprendre pour quelles raisons on va venir prendre nos collations. Donc, il faut comprendre là, leur pertinence, oui ou non, dans notre alimentation. Donc, est-ce qu'on devrait prendre une collation? Il y a quelques questions qu'on peut se poser avant de prendre une collation. Donc, il y a 4 questions qu'on va voir ensemble. La première, c'est est-ce que je ressens physiquement la faim? Donc, ça devrait vraiment être la principale question qu'on se pose quand on veut prendre une collation. On va voir dans quelques instants c'est quoi les signes physiques de la faim, donc les signaux corporels qui nous indiquent qu'on a faim. Ensuite, une autre question qu'on peut se poser, c'est depuis combien de temps est-ce qu'on a mangé notre dernier repas? C'est sûr que si ça fait 5 minutes qu'on a mangé notre dernier repas, bien, à ce moment-là, on peut peut-être se dire qu'on va attendre un petit moment pour voir si on a faim un peu plus tard. Même chose, si ça fait 4 heures qu'on a pris notre dernier repas, bien, peut-être que la collation est pertinente à ce moment-là. Ensuite, la question numéro 3, c'est est-ce que je mange uniquement parce que je m'ennuie? Donc, souvent, même quand on est seul ou à la maison, quand on travaille là, en télétravail, des fois, on peut avoir des petites périodes d'ennui ou des périodes qui sont différentes là, du travail. Donc, à ce moment-là, on se pose la question, mais est-ce qu'on a vraiment faim à ce moment-là? Puis, même chose pour la question 4, est-ce que je mange uniquement parce que j'ai envie de manger? Donc, l'envie de manger, c'est pas nécessairement une vraie faim. Donc, c'est plus ce qu'on appelle une fausse faim. Puis, à ce moment-là, bien, on essaie de distinguer les deux là, avant de prendre nos collations pour voir vraiment si elles sont pertinentes ou non. Donc, au niveau des signes physiques de la faim, on les a ici à votre droite. Donc, on a principalement des gargouillis dans l'estomac. On peut avoir aussi des petites crampes, des difficultés de concentration, des baisses d'énergie ou des maux de tête. Par contre, il faut faire attention là, aux 3 derniers plus signes physiques de la faim. Là. Ça peut être aussi des signes qui sont associés à la déshydratation. Donc, c'est important d'avoir là, toujours de l'eau pour boire de façon constante dans la journée pour éviter là, de se retrouver dans une situation où on manque d'eau. Donc, on est en déshydratation. Puis, si on s'aperçoit qu'on n'a pas nécessairement bu beaucoup d'eau durant notre journée, excusez-moi, je vais juste admettre un nouveau participant. Parfait. Bonjour à la nouvelle personne là, qui s'est jointe à nous. Donc, c'est ça. Si on voit là, qu'on a ces symptômes-là, mais qu'on n'a pas bu d'eau de notre journée, bien, on peut peut-être commencer par boire un peu d'eau avant de prendre la collation pour voir si c'était de la déshydratation ou si c'était vraiment de la faim. Mais le plus important, en fait, avant de prendre une collation, comme je disais, c'est vraiment d'écouter nos signaux corporels de faim pour voir si elle est pertinente ou non à ce moment-là. Ensuite, oui, on écoute notre faim avant de prendre la collation, mais après d'avoir pris notre collation, c'est aussi important d'écouter notre satiété. Donc, si je voulais vous présenter l'échelle de satiété,
Donc, ça, c'est une échelle via 3 niveaux. Donc, je vais admettre quelqu'un d'autre. Bonjour à la nouvelle personne. Donc, c'est ça, c'est via 3 niveaux. Quand on est au niveau 1, c'est une situation où on n'a pas assez mangé. Donc, des signes qu'on est à ce niveau-là, c'est qu'on va avoir finalement tous les mêmes symptômes que lorsqu'on avait faim. Donc, on a des creux dans l'estomac, on peut avoir des gargouillis, des crampes, on a encore nos difficultés de concentration ou on voit aussi qu'on a moins d'énergie. Donc, à ce moment-là, ben, on n'a pas assez mangé. Ensuite, quand on est au 2e niveau, c'est là où est-ce qu'on va se sentir rassasié. Donc, à ce niveau-là, on se sent assez confortable, on n'a pas de creux dans l'estomac. C'est aussi à ce moment-là où on va se rendre compte que les aliments ont moins bon goût. Donc, souvent, quand on commence à manger un repas ou une collation, les aliments goûtent super bon, puis c'est très bon, c'est très frais, beaucoup de saveurs. Plus on avance dans le repas, mais plus on se rend compte que c'est moins bon. Donc, souvent, ça goûte moins comme avant, puis on a moins envie d'en manger davantage, mais c'est un signe qu'on a assez mangé, en fait. Puis, on va avoir également notre énergie et notre concentration de retrouver. Donc, on veut vraiment se situer au niveau 2 à notre échelle pour avoir suffisamment mangé. Puis, à l'autre bout de l'échelle, on a le niveau 3 qui est le point où on a trop mangé. Donc, à ce bout-là de l'échelle, on va se sentir inconfortable, on va avoir des baisses d'énergie, une fatigue, on va avoir aussi un sentiment de lourdeur souvent, puis pour quelques personnes, on va avoir des ballonnements ou des inconforts digestifs. Donc, c'est important pour nos collations qu'on ne se rende pas à ce niveau-là, donc au point où on a trop mangé, mais c'est aussi important qu'on ne se rende pas non plus au niveau 1, donc où est-ce qu'on n'a pas assez mangé, parce que sinon, on va continuer d'avoir faim jusqu'au prochain repas. Donc, il faut vraiment viser à être au niveau 2 là, dans l'échelle pour la satiété. Puis, des autres points qui sont super importants aussi au niveau de la satiété, comme c'est un signal qui se rend au cerveau de façon assez lente, il faut manger plus lentement pour laisser le temps à ce signal-là de se rendre jusqu'au cerveau, donc pour qu'on puisse s'en rendre compte qu'on a assez mangé. Puis, pour vous donner une idée, là, au niveau d'un repas, il y a environ 20 minutes qui sont nécessaires là, pour le signal de satiété qui se rend au cerveau. Pour une collation, c'est sûr que quand on a des plus petites quantités d'aliments que dans un repas, mais là, à ce niveau-là, c'est moins long. Puis, aussi, dans la même ligne d'idée, il faut prendre le temps de savourer les aliments qu'on mange. Donc, si on prend le temps de les savourer, bien, c'est là que le sentiment de satiété, bien, on va pouvoir aussi être plus conscient. Puis, le plus possible, il faut essayer de limiter tout ce qui est repas ou collation devant un écran. Donc, surtout présentement en période de télétravail, on est souvent là, devant notre écran pas mal toute la journée à la maison. Donc, le plus possible, quand on prend nos repas ou nos collations, il faut essayer d'aller dans une autre pièce peut-être ou de juste fermer notre écran puis là, de manger nos aliments pleinement. Là. Maintenant, je vais vous donner aussi des petits trucs pour créer une collation qui est plus soutenante. Donc, c'est quoi une collation soutenante? En fait, c'est une collation qui va vraiment nous soutenir entre 2 repas. Donc, il y a certains éléments qu'on va vouloir combiner pour que la collation soit le plus soutenante possible. Donc, on suggère de combiner à la fois des glucides et des protéines. Donc, les glucides, ce qu'ils nous fournissent, c'est vraiment l'énergie. Donc, on sait que les cellules du cerveau, les cellules du corps carburent aux glucides. Donc, si on veut cette énergie-là, il faut donner à notre corps tout ce qui est glucides. Puis, les protéines, elles, vont plus nous procurer l'effet qui est rassasiant. Donc, l'effet de satiété qu'on veut rechercher dans une collation pour nous soutenir vraiment là, jusqu'au prochain repas. Également, un point important au niveau des collations, c'est la variété. Donc, c'est important de varier les aliments à la fois de plusieurs groupes alimentaires, mais aussi de varier les aliments à l'intérieur d'un même groupe. Donc, pourquoi en fait? C'est parce que si on mange toujours les mêmes aliments, par exemple, si je mange toujours une pomme comme collation, bien, je vais seulement bénéficier des éléments nutritifs de la pomme. Par contre, tous les autres aliments, ils ont une valeur nutritive qui est différente, donc ils ont plusieurs bénéfices qu'on peut avoir avantage là, à intégrer dans notre alimentation. Donc, plus on mange varié, plus on peut bénéficier là, des différents avantages de chaque aliment. Donc, ici, je vous présente des exemples d'aliments qui sont riches en glucides qu'on peut prendre là, dans nos collations. Donc, c'est des exemples. Vous y allez vraiment avec les aliments de votre choix. Donc, on peut avoir des fruits et légumes frais de notre choix, des fruits séchés,
de la compote de fruits non sucrés ou des fruits en conserve. Les fruits en conserve, souvent, là, on suggère de rincer les fruits pour enlever un peu l'excédent de sirop. Ensuite, on peut avoir des céréales à déjeuner, donc agrès entiers de préférence. Tout ce qui est produits céréaliers, donc le pain, les bagels, l'avoine, les flocons d'avoine, le quinoa. Également des craquelins de blé entier. Puis tout ce qui est muffins, galettes ou bar-tendre maison, c'est des éléments là, qui sont riches en glucides. Ensuite, pour les aliments riches en protéines qu'on peut intégrer dans nos collations, on a tout ce qui est lait ou boisson végétale de soya. Donc, pourquoi la boisson végétale de soya plutôt que les autres boissons, là, par exemple, boisson d'amande, on a boisson de riz aussi ou boisson d'avoine. La teneur en protéines est plus faible dans ces boissons-là. Donc, c'est pour ça qu'on conseille d'y aller avec la boisson de soya. Ensuite, on peut avoir tout ce qui est fromage, fromage en cubes, cottage, de notre choix. Tout ce qui est yogourt également. Les pois chiches, donc grillés, on peut les mettre en hummus aussi. Tout ce qui est noix ou beurre de noix. Les graines, donc de tournesol, graines de citrouille, même graines de chanvre. Le tofu, donc soyeux en tartinade de tofu. Le thon en conserve. Puis finalement, les œufs cuits durs. Puis ici, je vous présente des exemples de collations là, qui combinent à la fois des glucides et des protéines, mais vraiment, vous y allez avec les aliments de votre choix. Là. Donc, il n'y a pas d'aliments prédéfinis, c'est vraiment selon vos préférences. Donc, on pourrait y aller avec un yogourt ou avec des fruits congelés, des flocons d'avoine, craquelin avec fromage, des crudités avec une tartinade de tofu, des fruits séchés avec des noix, un bagel qu'on met par-dessus du beurre de noix, des crudités avec des pois chiches grillés ou des pommes même avec du beurre d'arachide. Donc, c'est vraiment selon vos préférences, puis il y a bien d'autres exemples là, qu'on peut faire. Ensuite, je voulais vous parler un peu des smoothies parce que les smoothies, en fait, c'est une collation qui est intéressante là, parce qu'on peut combiner facilement les glucides et les protéines à l'intérieur là, de notre smoothie. Puis, c'est aussi intéressant parce que ça nous permet d'intégrer des fruits et des légumes. Donc, des fois, il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés à intégrer les fruits et les légumes dans leur alimentation. Des fois, de le faire sous forme de smoothie où on boit nos aliments, mais ça peut être plus facile aussi à ce niveau-là. Puis, les smoothies versus les jus, ce qu'ils ont comme avantage, c'est qu'on conserve les fibres des fruits et légumes. Donc, on boit vraiment, on broie, pardon, on boit pas, on broie l'aliment, ce qui fait en sorte qu'on va conserver la fibre versus le jus, où on fait juste extraire le jus des fruits et légumes. Donc, au niveau du jus, ce que ça fait, c'est qu'on a un pic parce qu'on absorbe très rapidement les glucides, donc un pic d'énergie, mais par la suite, on a une baisse d'énergie. Puis, quand on a les fibres, ça fait en sorte qu'on va absorber de façon plus constante les glucides dans nos aliments. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Par contre, avec les smoothies, ce qu'il faut garder en tête, c'est que leur effet va être moins rassasiant que si on a les aliments sous forme solide. Donc, par exemple, si on prend les fruits et légumes de façon frais, là, donc pas mis en purée. Donc, c'est un élément à garder en tête, mais les smoothies, c'est quand même des très, très bons aliments là, à intégrer dans nos collations. Ici, c'était une infographie là, que notre stagiaire en nutrition avait réalisée pour l'atelier. Donc, je trouvais ça bien de vous la présenter aujourd'hui. Donc, c'est un peu un guide là, pour nous montrer comment bâtir notre smoothie. Donc, qu'est-ce qu'on veut intégrer dans notre smoothie? Il y a quelqu'un d'autre qui se joint à nous. Bonjour à la nouvelle personne qui s'est jointe à nous. Donc, c'est ça. On a les suggestions d'ingrédients avec les portions recommandées, puis on a aussi les principaux nutriments là, qui se retrouvent dans les différents ingrédients, si ça nous intéresse de savoir la teneur là, en protéines et en glucides. Donc, on a tout d'abord la base protéinée. Donc, on y va avec notre choix. C'est sûr qu'il y a des ingrédients qui vont être un peu plus solides, là, comme le tofu soyeux ou le yogourt grec. À ce moment-là, on peut ajouter du liquide pour que le smoothie soit plus liquide. Puis, en bas ici, on a les fruits et légumes. Donc, on y va vraiment selon nos préférences du moment ou selon ce qu'on a tout simplement dans notre congélateur. Puis, finalement, on a le numéro 3, les extras. Donc, ça, c'est selon notre choix aussi, mais on peut ajouter des aliments sucrés, des noix, des graines, même des céréales. Donc, des fois, il y a des flocons d'avoine qu'on peut ajouter. Ça rajoute un peu de glucides. On peut ajouter aussi de l'assaisonnement, puis des fines herbes. Donc, des fois, la menthe aussi, c'est super bon là, dans les smoothies. Puis, ici,
On a notre recette vedette là, de l'Atelier Express, qui est une recette de smoothie au chocolat et banane de Hubert Cormier. Donc, c'est la recette qu'on vous présente là, pour l'atelier. C'est une super bonne recette. Donc, on a les glucides avec la banane, puis les protéines, c'est notre beurre d'arachide et notre yogourt grec. Puis, l'effet chocolaté, c'est avec la poudre de cacao. Donc, cette recette-là peut se prendre autant en collation que même au déjeuner, si ça vous tente, ou au dessert. Donc, c'est vraiment une très bonne recette. Une autre question que je me fais souvent poser là, en clinique, je vais admettre un nouveau participant. Ouais, une autre question que je me fais souvent poser en clinique, c'est au niveau de la portion. Est-ce qu'il y a une portion de référence? Bien, malheureusement, il n'y a pas de portion de référence pour les collations. Donc, il faut vraiment y aller selon le déroulement de notre journée. Puis, selon aussi notre niveau de faim dans la journée. Donc, malheureusement, il faut savoir s'écouter, il faut voir aussi c'est quoi les repas qu'on a dans notre journée pour adapter nos collations en fonction de ça. Puis, il faut aussi adapter nos portions de collation selon notre pratique d'activité physique. Donc, chaque journée est différente. Là, donc, si on pratique un peu plus d'activité physique dans une journée, bien, peut-être qu'on peut augmenter les portions là, de collation. Puis finalement, bien, comme on disait là, au début de la présentation, c'est important d'être attentif à ces signaux corporels. Donc, vraiment écouter sa faim et sa satiété quand on prend nos collations. Ensuite, ici, je vous présente là, des trucs pratiques pour vos collations à la maison. Donc, ça, c'est surtout pratique pour la période présente, là, où est-ce qu'on est tous un peu confinés à la maison. Donc, un premier truc, ça serait de préparer ses collations d'avance. Donc, plus on prévoit nos collations d'avance, mais plus on sait qu'est-ce qu'on va manger, puis on est prêt à le manger également. Donc, on a moins de préparation à faire là, quand vient le temps de prendre la pause de collation. Donc, on peut peler d'avance et couper tout ce qui est fruits et légumes qui peuvent être un peu plus longs à préparer. Là. Par exemple, les ananas, des fois, c'est plus long. Même les carottes qu'on peut peler d'avance. Donc, on les met dans des petits contenants déjà prêts au frigo pour nos collations. Ensuite, ben, c'est sûr que si on a le temps, on peut préparer à l'avance des recettes là, de muffins, des barres tendres, des boules d'énergie, des galettes. Puis, on peut même congeler toutes ces recettes-là pour les ressortir là, quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard. Là, donc, pour en avoir toujours sous la main. Ça, c'est vraiment si on a le temps, puis si ça nous tente. Ce qui est intéressant aussi, puis qui est assez rapide, là, c'est de créer un mélange de céréales à déjeuner avec des noix, des fruits séchés maison, donc de notre choix. Puis, on peut, varier les recettes d'une semaine à l'autre, mais on y va vraiment avec ses préférences. Puis, ça fait en sorte qu'on a toujours une collation sous la main. Avec nos cannes de légumineuses aussi, avec nos pois chiches, ce qu'on peut faire, c'est faire griller des pois chiches au four qu'on assaisonne ou le mettre en hummus, donc faire du hummus maison pour nos collations. À l'avance aussi, ce qu'on peut faire, c'est cuire déjà, préparer des œufs cuits durs, donc on laisse au frigidaire. Donc ça, c'est aussi pratique là, pour avoir des protéines. Puis finalement, ben, on peut cuisiner d'avance aussi un beurre de noix maison qu'on peut garder aussi pour les déjeuners là, à ce moment-là. D'autres trucs pratiques, au niveau du télétravail, ce qui est important en fait, ou suggéré, là, c'est d'opter pour un espace de travail qui va être dans une autre pièce que la salle à manger. Donc, pas nécessairement mettre son bureau de travail sur la table à manger, proche de la cuisine. Là. Pourquoi en fait? C'est parce qu'on veut associer la salle à manger vraiment juste à l'alimentation, puis avoir le travail dans un autre espace qui va être séparé là, de la cuisine, en fait. Même chose là, que on dit nécessairement de ne pas travailler là, dans notre chambre à coucher sur notre lit parce que c'est réservé au sommeil. Donc, il faut bien distinguer les diverses pièces dans notre maison. Puis aussi, si on travaille dans notre salle à manger, des fois, on peut être plus porté à avoir envie de manger. Donc, qui n'est pas nécessairement une vraie faim, qui est plus une fausse faim. Un autre truc aussi, c'est d'avoir avec soi sur son bureau toujours une bouteille d'eau. Donc, souvent, quand on est en télétravail, on oublie d'apporter notre bouteille d'eau avec nous, mais on a besoin de s'hydrater quand même, là, même si on est à la maison. C'est pas parce qu'on a l'évier qui est proche qu'on va nécessairement y penser toujours quand on travaille. Donc, si on a une bouteille d'eau là, sur son bureau, mais on peut penser à s'hydrater plus souvent dans la journée. Ensuite, un autre truc qui est vraiment important, en fait, c'est de s'établir une routine des repas avec des collations prévues à l'avance. Donc ça, c'est un peu pour faire la même chose que si on travaillait
à notre travail directement. Donc, on va s'amener des repas, on va s'amener des collations aussi au travail, mais on peut faire la même chose à la maison pour vraiment avoir nos collations de prévues d'avance. Puis, un peu dans le même ordre d'idée, là, c'est de portionner à l'avance nos collations dans des contenants quand on va chercher une collation. Donc, ça, c'est plus pour pas arriver avec le gros sac de noix ou le gros sac de croustilles sur notre bureau pour pas nécessairement mieux gérer, bien gérer nos portions à ce moment-là. Là. Donc, si on prend une portion, puis après ça, si on voit qu'on a encore faim, on peut se reprendre une portion. C'est mieux là, au niveau des signaux de satiété. Donc, on peut plus être conscient là, de nos signaux de satiété. Ensuite, c'est important, bien sûr, de prévoir des pauses. Donc, c'est correct de prendre des pauses de travail dans notre journée. Puis, on peut en profiter pour aller dehors. On peut en profiter aussi pour manger un petit quelque chose. Donc, sortir de notre espace de travail pour aller manger. C'est intéressant aussi. Puis, au niveau de l'épicerie, c'est important de planifier nos sorties à l'épicerie à l'avance. Donc, surtout en période de pandémie comme ça, il faut vraiment être plus organisé peut-être qu'à l'habitude là, pour ne pas aller plusieurs fois à l'épicerie. Donc, c'est sûr que plus on va à l'épicerie, plus on augmente notre risque aussi de contagion. Donc, ça, c'est moins bien. Puis, si on planifie plus nos sorties à l'épicerie, on fait moins de gaspillage également, qui est un bon point. Puis, le dernier petit truc pratique, c'est plus au niveau de la gestion du stress. Donc, présentement, c'est sûr qu'on est une période qui est un peu plus stressante qu'à l'habitude. Donc, c'est pour ça que c'est important de trouver des moyens de gérer son stress autre que par l'alimentation. L'alimentation, des fois, ça peut devenir un élément là, de gestion du stress pour certaines personnes. C'est sûr qu'il faut essayer de trouver d'autres choses qui fonctionnent pour nous pour bien gérer notre stress. Parce qu'on ne veut pas se rajouter encore plus de pression vis-à-vis de l'alimentation. Puis, je voulais terminer là, avec un petit message qui est quand même important, là, puis qui revient aussi un peu avec la gestion du stress, là, mais c'est plus par rapport à ce qu'on entend véhiculer beaucoup dans les médias sociaux par rapport à l'alimentation ces temps-ci. Donc, il y a certaines personnes là, qui peuvent nous imposer un stress supplémentaire là, par rapport à l'alimentation, que ce soit pour bien manger absolument en tout temps à la maison, puis aussi pour perdre du poids. Donc, c'est deux choses qui sont assez pas nécessairement positives présentement. Là, donc, c'est ça, c'est important de garder, là, de s'enlever en fait la pression qu'on a vis-à-vis l'alimentation présentement. Donc, c'est pas grave là, si on n'a pas une alimentation qui est parfaite. Il faut s'enlever cette pression-là puis ce stress-là. Également, je vais regarder le temps de la réunion. C'est bon. Également, il faut se garder en tête là, que les aliments, avant tout, c'est une source de plaisir. Puis ça ne devrait pas être une source de stress dans notre vie. Donc, il faut vraiment miser sur le plaisir et non sur le stress que nous apportent les aliments. Ensuite, il faut choisir les aliments qu'on a envie de consommer sans se sentir obligé là, de manger un aliment en particulier. Donc, il ne faut pas s'obliger à manger, par exemple, des céleris en collation si on n'a pas envie de manger des céleris en collation. Donc, il faut vraiment y aller avec ce qu'on a envie de manger puis ce qui nous fait plaisir. Puis, en même temps, c'est un rappel, mais il n'y a pas nécessairement de bons ou de mauvais aliments en soi. Donc, tous les aliments ont leur place au sein là, d'une alimentation saine. C'est plus la fréquence là, de consommation de certains aliments qu'il faut surveiller. Mais sinon, c'est ça. Il faut s'enlever un peu cette pression-là qu'on a présentement vis-à-vis de la saine alimentation. Ici, c'est plusieurs ressources que je vous invite à consulter. Donc, il y a un nutritionniste urbain qui est un nutritionniste là, qui fait beaucoup là, d'articles sur son blog. Savouré, également un nutritionniste, qui a fait aussi un billet récemment sur le COVID-19 avec plein de trucs, notamment au niveau de la salubrité des aliments et tout. Puis, il y a également des recettes là, vraiment faciles à faire. Science et fourchette, il y a aussi beaucoup de recettes et d'articles. Les pieds dans les plats, même chose. Karine Gravel, c'est une nutritionniste qui est plus au niveau de l'alimentation intuitive. Donc, si vous voyez que vous avez peut-être un problème avec la relation avec les aliments, Karine Gravel, ça peut être une bonne nutritionniste à aller consulter. Alex Cuisine, c'est plus des recettes. Hubert Corbier également. Puis, la cuisine de Jean-Philippe, c'est pas un nutritionniste, mais il y a beaucoup de recettes là, végétaliennes, donc ça peut être le fun à essayer. Puis, pour le webinaire, je voulais remercier Julie Turgeon, donc coordonnatrice de Mon Équilibre UL. C'est grâce à elle pourquoi c'est possible aujourd'hui. Il y a Amélie Arbour aussi, qui est stagiaire en nutrition, qui a beaucoup aidé au contenu de cet atelier-là.
qui était supervisé là, par Vicky Drapeau pendant son stage. Puis ici, c'est les références. Puis maintenant, on est à la période de questions. Donc, je ne sais pas s'il y avait certaines personnes parmi vous qui avaient des questions. Vous pouvez les poser sur le chat. C'est pas nécessairement obligé d'être en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Ça peut être en lien avec d'autres choses, mais gênez-vous pas si vous avez des questions. Donc, on n'a pas nécessairement de questions de ce que je peux voir. Parfait, mais à ce moment-là, s'il n'y a pas de questions, ben, je voulais vous remercier de votre présence aujourd'hui. Ah, j'ai 2 nouveaux messages. Parfait, ben, merci à vous. Ah, j'ai une petite question. Si on coupe à l'avance nos carottes et qu'on met celles-ci dans l'eau, est-ce un bon choix? Oui, c'est vraiment un bon choix. On ne va pas nécessairement perdre là, la valeur nutritive des carottes parce qu'on les met dans l'eau. Souvent, même, ils peuvent rester un peu plus belles que si on les laisse sèches, parce que des fois, quand on les coupe puis on les met dans un contenant, ça peut sécher. Donc, dans l'eau, ben, ça permet qu'ils ne vont pas sécher. Puis, on garde là, la valeur nutritive des carottes. Même chose pour les céleris. J'ai une autre question. Est-ce vrai que les concombres, les poivrons, l'aubergine et les citrouilles sont des fruits? Les concombres, les poivrons, l'aubergine, les citrouilles, des fruits en termes là, de plus d'anatomie peut-être? Je ne sais pas si c'est ça la question. OK, l'anatomie du fruit. Il faut regarder comment ça pousse en fait. Donc, tout ce qui est concombre, poivron, aubergine, citrouille, je pourrais aller vérifier là, plus dans mes notes que j'ai par rapport à ça, si c'est vraiment des fruits, parce que vite comme ça, je ne sais pas la réponse. Donc, je prends la question en note. Si vous voulez m'écrire votre adresse courriel, là, je peux vous faire un retour là-dessus, il n'y a pas de problème. La personne qui m'a posé la question. Est-ce qu'on doit adopter une méthode particulière pour laver nos fruits et légumes en ce moment, compte tenu de la situation particulière? Si oui, laquelle? En fait, c'est une très bonne question là, que je me suis moi-même posée en cette période de COVID. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le COVID, c'est un virus. Puis les virus sur les fruits et les légumes, ils ne vont pas se multiplier. C'est pas comme une bactérie, quand on a des bactéries sur nos fruits et légumes, ça se multiplie. Le virus, non. Par contre, il peut quand même rester sur le fruit ou le légume. Puis, s'il se retrouve là, en fait, c'est par contact avec une personne qui a été infectée. Donc, si une personne qui est infectée a touché le fruit et légume, bien là, il peut avoir le virus peut rester sur la surface du fruit ou du légume. Donc, il faut simplement prendre le temps de bien laver tous nos fruits et nos légumes, comme on fait en fait en tout temps. Là. Donc, c'est important de laver même quand on n'est pas en période de pandémie, là, nos fruits et nos légumes. Donc, si on a des brosses de fruits et légumes, moi j'utilise ça pour certains fruits et légumes. Sinon, il faut bien frotter sous l'eau. Par exemple, tout ce qui est fruits, pommes, légumes. C'est sûr que les fruits qui ont une pelure, on n'a pas besoin d'autant les frotter, là, mais on peut quand même porter une attention quand on revient de l'épicerie pour les rincer. Mais c'est ça, il faut bien les frotter par contre en tout temps également, là, pas juste présentement. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est ce qui conclut la présentation. Là. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas une situation qui est facile, mais j'espère que vous allez tous très bien, puis que c'est ça. Vous prenez le temps là, de prendre soin de vous également. Donc, on va se laisser comme ça. Je vais mettre fin à la réunion. Donc, merci à tous. Ah, il y a quelqu'un qui m'écrit. Ah oui, la présentation, on va la déposer sur le site web là, de Mon Équilibre Ruel également. Donc, si vous voulez la revoir, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard là, dans la présentation. C'est bon, donc merci beaucoup. Bonne journée à tous.